way of doing things. The world is changing all the time. The world is changing all the time, and the universities have to adapt to that. And universities have to adapt not just to be in terms of responding to today's world, but thinking about in tomorrow's world. So if you have no autonomy to innovate, if you have no autonomy to be proactive, to think differently, well, you really cannot produce graduates that have that capacity. And then another aspect that is very important is, yes, just my last second, on participation. This is the area in which most universities scored pretty low because there's not a lot of participation in the decision-making process. So I think I'll leave it there. Thank you very much. Mr. Youm, coming from the Gulf. Thank you, Madame Lagarde. Good afternoon, and first I want to thank the Amadeus Institute for inviting me, giving me this opportunity to join you with such a distinguished group of panelists to talk about bridging the gap between education and employment in the Arab world. My perspective is quite a limited one. I'm most familiar with other societies. I actually come from, despite my accent, from this wonderful California system. I'm an Australian who was attracted there as a young man and worked in that wonderful system for many years. So that's my primary experience base. I have now some limited familiarity, a 4-year familiarity with one part of the Arab world, that's the Gulf region. And I do see things mostly from the supply side, from the educational side, not from the employment side. But I will talk about the demand side briefly because I'm so impressed with what Abu Dhabi, which, as you may know, is one of the most structured and organized and planned of the Gulf states, is doing about developing employment opportunities for its young people. It's a very deliberate government attempt to build a diverse economy in several areas, green energy as a major area of focus, and that's extremely important in the world at the moment. Aerospace, interestingly, both component manufacture and maintenance and repair of aeroplanes. Microprocessors and design and fabrication of microprocessors as a deliberate economic diversification strategy. Tourism and culture, because of where it is. Trade, of course, because of where it is. Healthcare delivery as a very deliberate government process of not only looking after its own people, but developing employment opportunities for its own people in healthcare delivery, and education as a service delivery. So education not just from the point of view of social development, which is what I'll talk mostly about, but education as an employment activity for the people of that society. There's a strong recognition, obviously, that a very diverse economy and an environmentally sustainable economy is essential for the future of that interesting and very young economy. And one of the key features that I see every day is the youth of that society. 50 years ago, the society didn't exist. So despite the great wealth, which is in some senses helpful, it's a society that's developing things and therefore an interesting test bed of human behavior and social systems, I believe. I now want to talk for a little while about education from the supply side. As I see it, what's happening in the United Arab Emirates, in Qatar, in Oman, and to some degree in Saudi Arabia. Each of them is a different sort of society. There are some similarities across them, but the experiments that are being done, the investments that are being done, I think will be very beneficial for us all, not only those societies as they play out. There are some common features between them. I'll say again that these societies, particularly the Gulf societies, are very new. It's not easy for them to do this. People think, oh, it's easy in the Gulf. It's not. It's very hard because the parents and the grandparents had no education in many cases. And they had no health care. They had no roads. They had no lawyers. The lawyers is good not to have, but the rest it's difficult to start those things afresh. First, there is a determination to build the future skills. And some of my colleagues have mentioned that, not rote learning, not memorization, and I will be bold enough to say not obedience. They're not working to develop obedience and rote learning and memorization, but instead problem solving, working in groups,
mutual respect instead of obedience, and learning from primary sources. There is a major effort to make that cultural shift, and to learn to use in at least 2 languages. And the decision has been made in most of those societies that those 2 languages will be Arabic and English, because there's a belief that English is ridiculously the lingua franca of the present world, but attempts to include other languages as well. Second, to be fully inclusive of both men and women. And why I went to the Gulf was when I was persuaded that the education reforms that were being done were for women as well as men. And the founder of the United Arab Emirates was very clear in his articulation that everything he was doing was for women as well as men, which 30, 40 years ago was a bold statement in that part of the world, but it was a very important one. And women, of course, are taking up that opportunity with enormous energy in that society, in those societies. And now there is a great problem that young men are not. There is an enormous disparity now between 75% of our students in tertiary education are women, and they don't want to marry the uneducated men, and that's becoming a social problem. Third, to provide a diversity of educational avenues, and there is a deliberate attempt, and my colleagues have mentioned this, to diversify higher education, both between public and private providers, in a place where there is the capability to invest strongly in public. They are also investing in bringing international universities and developing their own private universities to compete with and to supplement the public universities, particularly at the post-secondary level. There is some good attention. There must be much more at primary education, the basic skills in primary education, as my colleagues have mentioned, including language acquisition from a second language acquisition from a very early age, and including inquiry-based learning in very young children, as well as second language acquisition. Secondary, some options for focus, and there is a lot of energy being applied throughout the region to redesigning secondary education for the future. And tertiary, the diversity of tertiary. I was so delighted to hear you talk about the need to deliberately develop other avenues than the research university. Research universities are not very socially valuable for most people. In fact, they're very wasteful and counterproductive for many people. And one of the truly great things about the California experiment in higher education, which is now about 60 years old, is the enormous social benefit from 2-year community colleges and 4 or 5-year vocational focused tertiary institutions that do not have doctorates, that do not have medical schools, that do not have a research mission. They are extremely efficient socially and very effective in building a robust economy. And even though my experience was in the University of California, the research part, California's success is mostly because most of its universities are not the University of California. They're not Berkeley, they're Cal State Los Angeles, and they're Cal Poly San Luis Obispo. They are the ones that truly drive the economy. And that recognition is actually slow to come where I am. Everybody, unfortunately, is rushing to be the internationally recognized research university, and that's not a very productive thing to do. So the California Master Plan was in my notes as well, so thank you. I'm near the end, Madame. I have discovered that the greatest need now in my society is not the development of a research university, which is what I was hired to do, and I'm doing my best to help develop one. It's the creation of the teachers for the future. The preparation, the performance, the retention, the continual improvement of teachers is by far the highest need in that society now. The society, unfortunately, has brought in traditional teachers from the region, and they are not preparing the young people in the way that they will need to be prepared for the future. And my university, the other universities now, are reflecting deeply about how we can much better prepare the teachers for the future. Engineers and doctors and lawyers are important for the future of society, but not as important as good teachers. And I speak from one who is not somebody prepared as a teacher. I was prepared to be something else. Now I believe that we must put resources and prestige behind the best possible teachers at every level,
from elementary, which, as one of my colleagues said, was one of the most important investments that we can make. Abu Dhabi's greatest investment now is not in aerospace engineering, it's in the education of 4- and 5-year-olds. And it's likely to be its most effective investment. At the moment, because of the lack of prepared teachers, they are putting 2 teachers in every classroom, in every small classroom, one of whom is a native English speaker, one of whom is a native Arabic speaker. Now, that's a very expensive way to do this, and we must, my university and others, must prepare teachers in a much better way. I do believe that the preparation of teachers for the future is the best long-term investment that society can make. There are a number of interesting partnerships with foreign universities happening in the region. It's a wonderful experiment. It's very expensive. Qatar is doing some fascinating things. The Arab Emirates are doing some terrific things with different models. Some of them are free market with very little quality control. I pray that they fail. They probably will. Others are much more deliberate with wonderful partners like New York University and Paris Sorbonne. Wonderful to have them there to diversify the higher education sector. I'm very optimistic about the future of education in the Arab world and about meeting the gap that now exists between education and employment. As with many things, it will take some years to do the long-term solutions, and I wish we had faster short-term solutions. But for these things, there aren't really good short-term solutions. I think investments in teacher education and a true diversity of institutions, both public and private, and I come back to the extraordinary California model, true and deliberate stratification by government across different types of tertiary education in particular will be highly beneficial. Thank you for your attention. Thank you very much. Merci à tous les intervenants. Je crois que beaucoup d'idées ont été mises en avant, beaucoup de problèmes abordés. Je note pour ma part la question de la gestion des établissements d'enseignement supérieur et en corollaire la question du financement, avec ou pas l'introduction d'un financement privé. Je note la question des méthodes pédagogiques qui a été abordée par plusieurs intervenants, l'introduction des modes de communication modernes, mais aussi un enseignement plus personnalisé qui encourage davantage la créativité. Je crois que ça c'est intéressant. J'ai noté, plusieurs intervenants ont souligné l'importance de l'enseignement de base. Je crois qu'effectivement, ça n'est pas seulement au niveau d'université qu'on peut régler les problèmes. Et je dois dire que j'étais très intéressée par tout ce qui a été dit et qui touche finalement à la formation des cadres intermédiaires aux techniciens dans le privé. Je crois qu'effectivement, dans les pays du Maghreb, on a souvent des cadres supérieurs extrêmement brillants, extrêmement bien formés, et un problème parfois au niveau des cadres intermédiaires ou des techniciens. Et de ce point de vue-là, l'expérience californienne telle qu'elle a été évoquée est certainement très intéressante puisqu'elle permet de spécialiser et d'avoir différents niveaux. Voilà, je vais céder la parole au public. Je vais vous demander de vous présenter d'abord avant de poser vos questions et puis d'essayer d'être bref pour qu'on puisse prendre le maximum de questions. Je ne sais pas s'il y a des micros. Mademoiselle au milieu, là. Oui. Good afternoon. May I first introduce myself? My name is Salma Rashidi. I am a student at East Cairo Business School. Now, we spoke about bridging the gap between job opportunities and education. And Mr. Benjeloun, you spoke about how interesting is introducing new ways of education, if we can say so. And you mainly spoke about encouraging young people's creativity and I think you said also problem solving. Now, as a president of the University Mohammed V University, how do you make that happen, or do you make that happen? And if not, then what stops you? What are the problems that stop pretty much all the Moroccan universities to do so and to finally break through a new way of education? Thank you. Monsieur Benjeloun.
if I couldn't make it happen, I'd probably just go home. I've only been president for 9 months, but before that I was dean, and before that I was at Al Akhawain. So I think I know how the system works. I have, since the Faculty of Science now is one of the most active para-academic programs in the Moroccan university system. And I think that's one way to get people to express themselves, and so that now they feel that it is their faculty. It's not a faculty where they come to be treated as minors or to be treated as second-class citizens. They receive new students, they receive parents when they come in, they receive delegations and so forth, and they have a lot of activities, including a very nice choir that performed at the Fez Festival. In the last 9 months as president, I have signed 5 agreements, including HEM. I have signed 5 agreements with institutions that make it possible for my students and staff to get complementary training, to get continuing education. But in the last 2 days, we signed an agreement with the Fédération BTP for construction and to do a bachelor's program where everybody that comes out is going to automatically get a job. In other words, training people for specific employment niches. And that, I think, is a strategy for the future, is that we have to see, earlier I talked about mechatronics, I talked about robotics, which is going to be very important, embarked systems. All of these things are future openings for our students. We've signed with, it's not Thompson anymore, but we signed with them also for a bachelor's program in mechatronics. All of those people will work. All our computer scientists work. Chemistry, we've turned it around now so that we're going more towards analytical chemistry and environmental green chemistry and so forth. Those will probably also all work. So it's just a question of identifying the needs, identifying the niches, and then trying to train people for those niches. And even for those people that are not in these special programs, we have introduced things like entrepreneurship and project management, and in other words, the tools that will help them survive and be flexible on the job market. Merci. Une autre question? Oui, allez-y. Je me présente, Mou Belmarbou, je suis étudiant au groupe ISCAE et président du BDE de notre école. Donc j'aimerais rappeler à M. Benjeloun que le problème de notre système éducatif est un problème qui est récurrent, qui ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas d'hier, il vient depuis de notre indépendance. Et j'aimerais aussi signaler aussi que le problème est un problème général. C'est-à-dire que si on prend l'exemple qu'a dit M. Lotfé par rapport à simplement nos dirigeants, nos grands dirigeants de nos grandes entreprises, ils sont majoritairement des étudiants d'écoles étrangères. Donc largement le problème de notre enseignement supérieur vient bien entendu mettre en cause la possibilité de nos jeunes qui veulent étudier au Maroc de pouvoir accéder à des postes clés. Donc déjà c'est un problème, ils sont soit de l'étranger, soit de notre institut, soit d'autres instituts, et les postes clés ne se donnent pas assez facilement. Et donc qu'est-ce que, mis à part vous, par rapport à votre faculté, qu'est-ce que le regroupement des facultés, est-ce que déjà vous vous regroupez tous ensemble pour essayer d'améliorer notre système universitaire? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites? Parce que vous avez bien fait le résumé de tous nos problèmes, vous avez très bien fait le résumé, mais est-ce que vous agissez en parallèle, en coalition avec toutes les universités pour résoudre les réels problèmes de notre société? Parce qu'il faut faire très vite, on en a besoin. Comme l'a signalé, il y a des problèmes au niveau de la Tunisie, etc. Les soulèvements populaires se font aussi à cause des problèmes des jeunes qui ont des diplômes. La valeur du diplôme est à identifier ou à déterminer et qui ne trouvent pas de travail. Donc c'est vraiment un très grand problème et on aimerait avoir votre éclairage là-dessus. Merci. Oui. Bien sûr, vous êtes interpellé. Je ne suis pas ici pour dire que tout va bien ou qu'il y a des raccourcis pour arriver là où on veut arriver tous. Je pense que, encore une fois, la réforme qui a été mise en place au Maroc est une réforme de grande valeur qui nous a beaucoup aidé à remettre les choses sur pied sur le plan structurel, qui a permis de nouvelles institutions
à s'installer au sein de l'université et qui permet, par exemple, aux étudiants de participer à ces discussions au sein des universités. Maintenant, il y a le conseil des présidents d'université, qui lui aussi est un conseil fonctionnel où on partage les problèmes, comme on partage aussi les solutions. Je pense que là aussi, nous avons un système assez particulier au Maroc, parce que nous avons des universités régionales. Ça, il n'y a que le Maroc qui a des universités régionales qui gardent les étudiants des différentes régions. C'est une sorte de ségrégation, je dirais, entre les étudiants de différentes régions. Mais j'ai la chance d'être à Rabat et tout le monde veut venir à Rabat. Alors nous avons des étudiants de différentes régions du Maroc. Les problèmes sont différents et chaque université, c'est vrai, la mission de l'université est très importante. Mais nous travaillons tous avec une mission qui est établie par les ministères, c'est-à-dire par la loi. Et chaque ministre, avec tous mes respects pour monsieur le ministre, chaque ministre qui vient a son idée de comment doivent fonctionner les choses. Notre responsabilité, nous, en tant que président d'université, c'est d'axer nos activités vers les besoins de la région. Bni Mellal, c'est de l'agriculture. Eh bien, la biotechnologie, tout ce qui va avec la biotechnologie, tout ce qui va avec l'agriculture, c'est bon. Vers Agadir, c'est peut-être le tourisme avec l'agriculture et peut-être aussi l'agriculture en milieu difficile. C'est bon, c'est là où l'effort doit être axé. Chez nous, on essaye, nous avons les textiles, nous avons les industries propres dans la région de Rabat. C'est pourquoi je vous parle de mécatronique, de robotique et d'informatique. Et ainsi de suite. Je pense que c'est à ce niveau-là que ça doit se jouer. D'autres questions? Oui, mademoiselle. Ouais. Et puis il y avait devant après. Hein. Merci. Donc, j'ai bien écouté les interventions. Vous nous dites qui vous êtes, peut-être avant. Excusez-moi. Donc, je suis Malak Tiba, étudiante en 4e année à l'École nationale de commerce et de gestion. D'accord. Et je suis également directrice d'une agence de communication ici à Tanger. Très bien. Donc, on a un peu écouté ce qu'ont dit les représentants des écoles supérieures, etc., donc dans le milieu de l'éducation. Et à mon tour, je ne poserai peut-être pas des questions, mais je donnerai des avis parce que je suis pour l'échange entre l'institution qui fait les programmes, qui nous donne des programmes à étudier, et nous qui sommes demandeurs, et en fait on se plaint. Et là je dirais en fait quels sont ces points négatifs qui font que nous, étudiants, on n'est pas assez motivés. Donc ma première intervention va concerner M. Samir Orfi. Donc vous avez parlé de Happy Jeunesse des business schools. En fait, je ne vois pas de qui vous parlez, parce que si vous parlez des étudiants des business schools comme l'ESCA, comme les écoles privées, je vous dis que ça ne représente pas l'étudiant marocain. Parce que si vous parlez de business school, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de business schools publiques où il y a des étudiants qui se plaignent. Donc, on n'est pas du tout happy, je vous le dis. Donc, et pour éclairer ceci, en fait, dans une école privée, un étudiant est un client. Je ne dis pas du tout ça d'un côté négatif. Client, ça ne veut pas dire qu'il paye pour son diplôme, mais client, ça veut dire que vous êtes obligé de le satisfaire. S'il n'est pas satisfait, il peut réclamer un autre cours. Il vous dit, moi, votre cours, je n'ai rien appris et je veux le refaire. Vous êtes obligé parce qu'il a payé pour ça. Par contre, moi qui suis étudiant dans une école publique, à qui je vais me plaindre? Vous parlez de BDE dans une école privée, mais dans les écoles d'État... C'est vrai que l'ISCAE, je pense que l'ISCAE représente, je ne dirais pas un cas particulier, mais l'ISCAE a atteint un certain niveau. Elle est déjà, je pense, la seule école marocaine publique reconnue à l'échelle internationale comme grande business school. Parce que quand on part à l'étranger, qu'on dit je suis de l'ISCAE et je suis de l'ENCG, je suis vraiment désolée de le dire, ça n'a pas la même notoriété, ça n'a pas la même connotation chez les personnes qui acceptent. Mais quel est votre motif d'insatisfaction principal? Est-ce que vous pouvez essayer de nous résumer exactement ce qui fait l'objet de votre plainte? Résumer, ça va être très très difficile. Par contre, je donnerai peut-être des flashs qui vont... Déjà, j'ai comme l'impression que en fait, les études supérieures qu'on est en train de faire dans une école publique, ils sont bricolés. C'est pas un truc qu'on voit clair. C'est la qualité de l'enseignement. C'est la qualité de l'enseignement, exactement. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Oui.
Bon, je ne connais pas très bien le système marocain, mais je sais qu'il y a de très grandes similitudes entre ce qui s'est passé en Tunisie, et sur le plan éducatif bien sûr, et ce qu'il y a au Maroc. Moi, ce que je veux dire ici, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se pose les vraies questions. Il faut absolument que l'on n'ait pas peur de la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a une sorte aujourd'hui de mal-être, je parlerai même de malentendu, parce que nous sommes en train, en tout cas je parle de la Tunisie, nous avons pendant des années fait entrer dans la tête de nos étudiants qu'ils vont avoir des diplômes pour occuper des postes importants de direction, etc., etc. Et ce n'est pas la vérité. Et ça ne peut pas être possible. Le système tunisien, comme dans plusieurs États arabes, y compris les États arabes pétroliers du Golfe, qui n'ont pas de problème aujourd'hui, mais qui vont en avoir demain, il y a un vrai problème, et ce problème-là ne peut se résoudre qu'à la source. Nous avons en Tunisie, je conclurai là-dessus, nous avons en Tunisie essayé, après avoir remarqué qu'il y avait un véritable échec au niveau de l'éducation, j'ai essayé personnellement de mettre en place un système d'orientation à la base pour que d'ici 2014-2015, on puisse être face à la possibilité d'orienter 50% de nos élèves, c'est énorme, vers les métiers, vers les professions, dès déjà le collège. Et ça a été une véritable levée de bouclier parce que notre mentalité méditerranéenne, parce que nos parents n'acceptent pas que leurs enfants ne soient pas médecins, profs, universitaires ou avocats, et que pour eux, plombier, même plombier en chef ou ingénieur en plomberie, c'est pas quelque chose de bien. Donc, moi, je pense que cette occasion qui a été donnée par le printemps tunisien, qui nous a tous balayés, qui a laminé, qui a mis fin à énormément de certitudes, il faut que cette expérience puisse nous donner l'occasion aujourd'hui, dans le monde arabe, de poser les vraies questions de l'orientation de notre système éducatif. C'est très important. Monsieur Gorfi, peut-être aussi sur cette question, puisque vous évoquiez tout à l'heure la nécessité pour les jeunes d'évoluer dans leur mentalité et peut-être de se penser comme chef de micro-entreprise aussi, et pas seulement comme cadre sup dans de grosses boîtes. Merci. Moi, j'ai 3 éléments de réponse et je vais être très bref. D'abord, je voudrais vous remercier, mademoiselle, pour votre question. Ça me rappelle, lors d'une conférence que je donnais, et il faudrait que nous fassions l'effort de ne pas rester dans le domestic market, c'est-à-dire dans les problèmes internes marocains, puisque nous avons des intervenants avec un regard transverse. Nous allons sortir de ça. Mais ça me rappelle l'intervention d'une jeune fille que j'ai eue dans une conférence que je faisais à l'école Mohammedia des ingénieurs, qui est donc une école d'élite marocaine, il y a quelques années, et qui me disait, tout ce que vous nous dites, c'est bien, il y a une réalité pragmatique, c'est que je n'ai pas encore vu de diplômé de l'école Mohammedia qui soit ministre dans ce pays et qui soit ministre bien avant sur un gros ministère, alors que des gens qui sont diplômés de l'école des ponts et de chaussée, de l'école polytechnique et je ne sais pas quoi, sont ministres chez nous. Et j'apprécie beaucoup cette forme de réalisme, parce que notre jeunesse, même quand elle a la chance d'être dans une bonne école, chez nous, on voit, il y a une forme de frustration. Alors, d'abord, de quoi je parle ? Moi, pas une seule fois, je n'ai prononcé le nom de l'institution que je dirige dans mon intervention, et je le fais pour une raison toute simple, c'est que la problématique que nous adressons n'est pas une problématique micro, c'est une problématique plus large. Deuxième élément, c'est que aujourd'hui, pour vous donner quelques éléments chiffrés, les établissements publics au Maroc dans le domaine de la business education, le management education, il y a dans le secteur public quelques 35 établissements entre l'ensemble des campus ISKE, l'ensemble des ENCG, l'ensemble des EST. Et il y a plus de 110 établissements dans le privé que en tant que business school. Et là-dedans, cela montre que d'abord, il y a une vraie dynamique, une vraie effervescence. Et il y a même certaines institutions internationales qui sont implantées dans notre marché, comme nous pouvons trouver des institutions internationales à Dubaï ou à Qatar, où existe HEC Paris, ou à Abu Dhabi, où existe INSEAD, pour prendre des institutions internationales. Alors, pour revenir à la problématique qui est la nôtre au Maroc, moi j'ai envie de dire, il faut que cette génération qui est la vôtre comprenne qu'il y a 2 responsabilités majeures. La première responsabilité, c'est que quand vous savez que les 15-34 ans représentent 37% de la population marocaine, et quand vous savez que ces 15-34 ans,
sur 33 millions d'habitants. Faites le calcul, c'est très rapide. Et vous allez vous rendre compte que parmi ces gens-là, parmi ces 37%, combien ont la chance d'être dans une business school, qu'elle soit privée ou publique? C'est très peu. C'est pour ça que je parle de happy few. C'est juste dire quelques-uns qui ont cette chance. Mais je pense à demain, lorsque vous serez aux commandes d'un service, d'un département, d'une responsabilité, vous aurez à gérer des gens qui n'ont pas forcément le niveau d'éducation suffisant, qui n'ont pas eu la chance de vivre ce que vous avez vécu, quel que soit l'établissement. Et je conclurai par un dernier point pour dire que l'avenir dans notre pays, et il sera identique sous d'autres cieux, parce que dans les pays économiquement avancés, ils ont déjà dépassé ces problématiques. La problématique n'est pas publique ou privée. Parce que sans privé, on ne crée pas de richesse. Le secteur privé, c'est le secteur qui crée de quoi payer des impôts dans une nation. C'est ce qui crée des emplois. Donc il faut que nous changions de prisme, j'ai envie de dire, ne nous aveuglons pas. Et même dans le secteur de l'éducation, la problématique n'est